Arthur vient de nous prouver qu'il n'est pas comme Jericho. Oui, il n'est pas pédo. De ce fait, il vient de remonter dans mon estime, voilà. Et il y a aussi le teaser de l'anime. Ne vous inquiétez pas, j'en parle. Salut les bros, c'est Big Manga, j'espère que vous allez bien, car ça va. Excusez-moi du retard de la sortie de cette vidéo, qui est due à moi-même, excusez-moi, mais j'avais des choses importantes à faire. Mais bon, la vidéo est en fait dispo, donc excusez-moi, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du chapitre 41 des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Confrontation, un chapitre juste incroyable, qui nous annonce du lore concernant les 4 calamités. Et nous avons aussi la dinguerie concernant l'animation du manga, qui est une dinguerie. Mais bon, nous allons parler de tout cela. Déjà, je vous préviens, juste au cas où, qu'il y a des time codes. Donc si une partie de la vidéo ne vous intéresse pas, vous pouvez aller vers une autre. Et le point le plus positif de tous ces événements, c'est qu'on puisse les voir tous ensemble pendant quelques chapitres de plus. Si le chapitre suivant est intitulé de la même manière que le chapitre de Kant, cela signifie peut-être que nous aurons un arc court pour le développement des personnages. Mais bon, nous allons en parler. Pour soutien, vous connaissez le pouce bleu, l'abonnement, le partage et le commentaire. Pour le référencement, je compte sur vous. Déjà, nous avons une excellente page couleur des calamités illustrant le second anniversaire du manga. En analysant cette page, nous pouvons voir qu'il y a une lune, un soleil et des étoiles plutôt claires ici derrière Lancelot, Govan et Tristan respectivement. Et derrière Percy, nous avons un cœur. Je suppose que les symboles derrière le quatuor du destin sur la page couleur se rapportent à leurs capacités magiques respectives. Et peut-être qu'il y aura une possibilité selon laquelle Lancelot est une magie sur le thème de la lune, et cela semble soutenir cette idée bien sûr, ou peut-être que c'est aussi dû à cause de sa personnalité froide. N'oublions pas aussi qu'il est montré avec la lune dans le chapitre où il rencontre Guenièvre et quand il parle à Tétis, ou encore ce serait parce qu'il est fondamentalement un renard-garou avec son grand-père adoptif. Vous connaissez, le cœur derrière Percy a un sens puisque c'est un symbole d'amour. Perceval tire son pouvoir de ses amis et alliés. Tristan a ce thème d'étoile, je présume à cause de la façon dont il nomme ses techniques, et il y a des étoiles au-dessus de ses techniques, même si ses capacités seraient liées aux étoiles. Je précise que je doute qu'il puisse réellement contrôler les étoiles, car cela semble bien au-delà de l'échelle dans laquelle cette série opère. Je veux dire, même Govan ne contrôle pas littéralement le soleil, sa magie est juste affectée par l'heure de la journée et imite la chaleur du soleil. Tristan a une chose similaire en ce sens que ses attaques créent des explosions et des projectiles en forme d'étoiles. Cela va probablement rester un thème visuel. Pour Govan, vous savez, avec son chin, donc pas trop de casse-tête là-dessus. Mais passons. Donc le chapitre commence réellement avec un Ironside pépère assis en buvant sa bibine, regardant son fils jouer avec des animaux chaotiques, car perso je n'ai jamais vu de tigre possédant des ailes. Mais bon, continuons. Alors nous avons un flashback de ce dernier, repensant au moment de la mort de sa femme et de son arrivée à Camelot. Nous allons en parler. Mais en gros, lorsqu'il avait entendu parler de Camelot, il avait accouru là-bas pour essayer de sauver son fils et sa femme mourante. Mais arrivé à Camelot, sa femme mourut et son fils survivra. Il promettra de protéger son fils devant sa femme décédée. Nous allons plus en parler à la fin de la review. Alors, revenu au présent, nous avons Dio réveillant son père qui allait s'assoupir en repensant au passé. Il demandera à son père s'il allait bientôt repartir à Britannia. Il acceptera car il avait une mission importante à accomplir. Il dira à Dio de ne jamais penser à y aller car c'était un endroit beaucoup trop dangereux. Il acceptera en disant à son père qu'il devait se reposer après avoir retombé, ce qu'il allait bien évidemment faire car il n'allait pas direct y retourner. Il dira intérieurement qu'il aurait aimé montrer à sa femme comment leur fils était devenu un gentil et honnête homme. Nous devons vraiment parler de cela car avec tout ce que nous avons, où se situe Percy. Mais bon, passons. Alors, nous sommes ramenés vers Guenièvre, Arthur et Merlin partant dans la salle du trône. Nous avons une discussion entre Guenièvre et Arthur, avec un Arthur qui essayera de s'excuser de l'avoir emmené de force à Camelot. Mais vous connaissez Guenièvre, oui, une gamine qui sait tout quoi. Alors, elle lui dira de ne pas juste déblater comme ça ce qui lui
passer par la tête. Arthur, qui est le roi de tout un pays, sera vexé, mais cette dernière ajoutera qu'elle ne lui considérait pas vraiment comme un roi et qu'elle l'appelait par roi Arthur car elle ne veut pas être familière envers lui. Ce que bien évidemment Arthur trouvera amusant et il commencera à lui poser des questions idiotes du genre quel est son plat préféré, etc. Mais arrivé dans la salle du trône, il y aura un truc enchanté, si je puis dire, qui s'ouvrira avec un Arthur disant à cette dernière qu'elle allait dès à présent commencer à aider Camelot, pas en tant que prisonnière de guerre, mais en tant qu'invitée importante. Il ajoutera qu'ils lui donneront toute la liberté et la puissance dont elle aura besoin. Et alors cette dernière sursautera en disant qu'il était vraiment pédo car il voulait épouser une gamine. Non, en fait elle dit lolicon, mais bon ça fait pédo donc on s'en fout, mais la dinguerie oui, car nous avons un Arthur remontant dans mon estime en disant à Guenièvre que même un roi devait sauver les apparences, qu'il n'était pas intéressé par une gamine et qu'il avait juste besoin de son pouvoir de vision pour les aider. Nous avons une Guenièvre disant qu'Arthur ne pouvait le faire car il avait déjà en tête l'un des 7 péchés capitaux Merlin et ajoutera qu'il s'était forgé une illusion d'elle car il ne pouvait ni la voir ni avoir son cœur. Et alors, non, cette scène je l'ai juste surkiffé, oui, car d'un coup sec, l'une des créations chaotiques de la salle du trône transpercera Merlin et continuera jusqu'à transpercer cette dernière de toutes parts avec son identité révélée. En fait, c'était juste une fée capturée par Arthur et ce dernier s'est forcé à croire que c'était la véritable Merlin. Mais Guenièvre a gâché son humour, voilà pourquoi elle a été tuée. Et il n'a pas créé d'illusion à la place car une illusion ne pouvait être sentie. Nous avons cette création chaotique bouffant la fée morte devant bien sûr, avec bien évidemment une Guenièvre horrifiée. Elle dira à Arthur que son pouvoir qu'il veut utiliser n'était pas pratique, mais Arthur l'arrêtera en lui disant qu'en quoi ça ne serait pas pratique, vu que s'il peut voir l'avenir, alors il pouvait tromper le destin et avoir la victoire. Guenièvre lui dira que s'il essayait de défier le destin, il devra faire face à un prix encore plus élevé. Arthur ne prendra pas ce qu'elle dit au sérieux et lui dira de lui montrer ce dont est capable de faire son pouvoir magique. Il ajoutera bien sûr que pas de mensonge possible. Guenièvre l'expliquera que 2 jours après son départ de Lyonesse, les 4 chevaliers et leurs alliés quitteront Lyonesse pour trouver un moyen d'atteindre Camelot. Leur destination de séparation était la ville de Dalmarie, qui possède une autoroute passant dans le sens des 4 points cardinaux. Mais avant d'arriver là-bas, ils s'arrêteront à Walnac, là où ils séjourneront pendant le festival des morts de la ville. Ils prendront une auberge du nom de Gog Magog pour passer la nuit. Nous devons parler de cette auberge. Alors, il n'y aura que 3 chambres pour 3 et une chambre pour 2 dispo. Alors, les 3 meufs partageront une chambre individuelle et le reste décidera de la répartition à l'aide de pierre, feuille, ciseaux. Nous devons en parler. Lancelot sera le seul perdant et prendra la chambre pour 2. 2 des chevaliers chaotiques d'Arthur, Macduff et Tininish aviseront la présence des 4 chevaliers prophétiques et de leurs alliés. Nous devons parler de ces chevaliers. Mais Lancelot réussira à voir à travers eux et leur mettra hors d'état de nuire sans que personne ne s'en rende compte. Alors ils passeront leur séjour sans décompte, sans savoir ce qu'avait fait Lancelot. Et selon Guenièvre, ce sera une honte pour Arthur. Et alors nous avons Arthur s'extasiant juste en se rendant compte de ce dont son pouvoir était capable de faire. Il dira à Orlandi d'envoyer du personnel à Walnac. Guenièvre s'étonnera et rappellera à ce dernier qu'il y aurait un prix plus élevé à payer en essayant de défier le destin. Donc nous allons enfin avoir la confrontation entre le destin et le chaos. Arthur lui dira qu'ils ne peuvent rien savoir sans essayer. Nous allons parler. Alors nous avons une Guenièvre se positionnant un peu comme la protectrice du quatuor du destin, s'inquiétant bien évidemment pour Lancelot. Et nous sommes ramenés vers le quatuor du destin avec la dernière page du chapitre. Nous montrons un Tristan s'excusant auprès de Lancelot car son père lui avait un peu forcé à retourner à Benwick. Mais bon, ce dernier lui dira de ne pas s'inquiéter. Alors nous avons le groupe trouvant un endroit pour se tasser, Walnac bien sûr, qui ressemble à un énorme mur. C'est là que se terminera ce chapitre. Ce chapitre perso, je l'ai trouvé particulièrement beau. J'ai été très heureux d'apprendre qu'Arthur n'était pas intéressé par une enfant, donc il n'est pas pédo, putain. Le fait qu'il est un prisonnier féerique, se faisant passer pour Merlin, est étrange. Même si je suppose
que cela a du sens s'il essaie de dissimuler l'idée qu'elle soit partie. Je me demande aussi si Merlin est réellement emprisonnée dans cette tour que Vargas avait mentionnée au premier chapitre du manga. Sa réaction en entendant la prédiction de Guenièvre est intéressante. Il ne semblait pas du tout dérangé par l'idée d'échec, bien que je suppose qu'il ait déjà montré qu'il ne considérait pas vraiment le quatuor du destin comme une réelle menace. Je suis content que ma théorie ait eu raison, car j'ai remarqué dès le début que la Merlin des scènes que nous avons eues n'était pas la vraie, et je pensais que c'était un clone d'elle ou quelque chose que le chaos avait fait pour garder Arthur. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons en parler. Perso, j'aime cette tournure de l'intrigue. Je suppose que Merlin n'a jamais voulu qu'Arthur finisse comme ça et finira par avoir une rédemption en devenant un allié du quatuor du destin à l'avenir. Ce serait bien, parce que je veux en quelque sorte revoir les péchés restants ensemble. Et aussi, si vous vous demandez pourquoi Dio a survécu mais pas sa mère, et bah le commentaire d'Ironside semble impliquer qu'elle pensait que Camelot était une illusion. Alors peut-être que la croyance est un facteur dans la façon dont les pouvoirs d'Arthur affectent les choses. Il m'a aussi semblé que, contrairement à la capacité de Bartra qui ne peut pas être modifiée, les prédictions de Guenièvre peuvent être défiées à un prix. Curieux de savoir quel sera le prix que cela importera réellement à Arthur. Le premier chapitre a pour titre Au centre de Walnak ou Au cœur de Walnak. Je m'en bats les couilles, on dit va te conduire putain. Donc attendons-nous à une confrontation épique sur ces lieux avec plusieurs chevaliers chaotiques, les attendant de pied ferme. Mais parlons de cette auberge, Gog Magog, si je ne dis pas de conneries. Alors, Gog Magog était un géant légendaire dans la mythologie galloise et plus tard anglaise. Selon l'histoire des rois de Grande-Bretagne au XIIe siècle, il était un habitant géant d'Albion jeté d'une falaise lors d'un match de catch avec Corineux, un compagnon de Brutus de Troie. Gog Magog était le dernier des géants trouvés par Brutus et ses hommes habitant la terre d'Albion. Peut-être qu'il s'est inspiré de cela pour le nom de l'auberge. Et les deux chevaliers d'Arthur cités par Guenièvre, Macduff et Tininish, si je ne dis pas de conneries, sont encore une fois de plus deux distilleries écossaises. Ouais, un peu comme Mortlach. Mais bon, puisqu'ils ne seront pas seuls, nous pouvons nous attendre à des dingueries. J'attends de voir s'ils attendront les 4 chevaliers et leurs compagnons dès l'entrée à Walnak ou encore après leur séparation concernant les chambres la nuit tombée. Et aussi je veux voir Lancelot un peu en difficulté. Là il est clair maintenant que Guenièvre a donné les spoils de ce qui allait se passer. Mais maintenant qu'Arthur a décidé d'envoyer plus de chevaliers là-bas, les choses ne se passeront pas ainsi. Ce sera une bonne occasion de voir ce qui se passe lorsque vous défiez le destin. Mais c'est aussi le premier test d'Arthur à propos du pouvoir de Guenièvre et sur la capacité du roi de Camelot de défier le destin. Donc au lieu d'avoir 2 chevaliers random qui se font one shot par Lancelot, nous devrions avoir quelque chose d'un peu plus sérieux contre notre troupe. En tout cas, Orlandi est toujours avec Arthur. Orlandi qui, je rappelle, travaillait pour Merlin. Avec Arthur, nous pouvons saquer les autres races, mais bon, peut-être qu'il ne l'élimine pas car il est important pour lui, un peu comme Melascula et Galande. La prochaine étape est donc Walnak et bien sûr un festival des morts. Je suis curieux de savoir ce qui se passera à ce festival. Peut-être que ça leur permettra de voir des morts comme à la capitale des morts ou quelque chose du genre. Mais on reste dans la thématique du moment. Notons néanmoins que Dalmarie, d'autres villes mentionnées par Guenièvre, était une étape du voyage de Méglas et Elisabeth. C'est la ville à côté de l'ancien donjon de Bast où était enfermé Ban. Donc peut-être que nous aurons des gens expliquant à Lancelot et aux autres que Dalmarie se situe près du donjon de Bast, là où était enfermé son père et là où son maître a été mis à poil par ce dernier. Et en fait, une possibilité un peu bête au début mais pas tout au cours concernant les différentes capacités de Lancelot veut que le bœuf que Ban avait reçu au purgatoire ait affecté son corps d'une manière qui a été transmise à Lancelot. Donc Lancelot a maintenant une constitution spéciale qui lui donne une force, une vitesse et une endurance accrue. Je pourrais même imaginer qu'il posséderait un niveau de régénération supérieur puisque ses 2 parents ont été affectés par la fontaine de jouvence. Considérez cela comme un moyen pour Nakaba de rendre les statistiques de base de Lancelot comparables à celles de Tristan. Tristan qui devrait logiquement être bien plus fort vu que ses parents sont littéralement des demi-dieux, des 2 clans les plus puissants. Ban est l'une des personnes les plus puissantes au monde, mais son pouvoir provient
entièrement de sa formation plutôt que de sa génétique. Donc, dans des circonstances normales, Lancelot n'en hériterait presque pas. Hyperion pourrait être la façon dont Nakaba a contourné cette restriction. Avoir une constitution spéciale a mis Lancelot à peu près à égalité avec Tristan dans leur jeunesse. Puis l'entraînement au lac l'a propulsé au point qu'il est maintenant comparable au péché. Ce n'est bien sûr que pure spéculation, mais cela me semble être une explication raisonnable. Mais parlons d'Ironside. J'ai le sentiment qu'Ironside aura une autre révélation à venir dans l'histoire où il est à l'origine peint comme un bâtard, mais finalement sa trame de fond et son point de vue pourraient devenir beaucoup plus compréhensibles et relatables. Mais je lui considère toujours comme un bâtard parce que sa femme, mourante décédée, portait un corset. Je ne sais pas quel âge avait Dio lorsqu'ils sont arrivés à Camelot, mais ces choses ne sont pas pour des femmes qui ont accouché récemment et qui ne se sentent pas très bien. Ils ont tué des femmes en meilleure santé tout au long de l'histoire de la mode. Mais après avoir relu le chapitre, je ne pense pas que Dio venait de naître, car il avait déjà un nom et tout. Il avait probablement quelques jours, voire semaines, mais il était maladif. Sa mère est décédée pendant le voyage, mais Ironside a atteint Camelot assez rapidement pour empêcher la mort de Dio. Donc si ce dernier quitte Camelot, il finira par mourir après un certain temps. Et toujours dans le flashback d'Ironside, j'ai été un peu curieux de savoir où Percy s'intégrerait. Percy va-t-il être montré plus âgé que Dio, ou Vargas n'a-t-il eu que les moyens de sauver l'un d'eux? Et Ironside allant à Camelot pour sauver son fils signifie-t-il qu'il n'était pas chevalier là-bas à l'origine? En fait, le jeu Pierre, Feuille, Ciseaux pourrait être une source d'humour si Nakaba les fait essayer d'établir les groupes via le même jeu. Et nous nous retrouverons avec des anecdotes sur la page et d'autres manigances avant Khan et Govan décident catégoriquement qu'ils prennent une chambre triple pour le séjour transformé en soirée pyjama de filles. Ils auront certainement un clin d'œil comme celui-ci à la séparation du gang Taizan pré-Weisel, avec les garçons allant au tournoi et les filles restant derrière pour traîner et créer des liens. Et en fait, si Lancelot essaie d'utiliser la lecture du cœur ou de l'esprit pour gagner, ce serait impossible car Anne lui dénoncerait. Si ça se passe vraiment, je kifferais sans nul doute cela, car ça serait hilarant. C'est en fait très probable, même d'un point de vue canon. Lequel des garçons oserait sérieusement discuter de ce genre de choses avec Govan ou Anne? Mais je ne peux malheureusement pas compter sur Isolde. Si Tristan lui proposait de dormir par terre, elle se creuserait un trou par pure loyauté. Ce que ne peut faire, bien sûr, Tristan, car il essaie avant tout d'être chevaleresque. Mais si le jeu conduisait d'une manière ou d'une autre à lui ou à Isolde, dessinant le double, je peux imaginer Govan visant le même match avec Isolde dans un dernier effort. Et toutes sortes d'autres maths sauvages pour le double. Chiant, Govan, Tristan, Lancelot, avec peut-être des allusions à des soirées pyjama précédentes qui ont mal tourné. Naisienne Percy fait à part car peut-être nouvelles allusions au sexe ou à l'intérêt amoureux de Naisienne envers Percy bien sûr, etc. Mais tout se mélangeant pour les triples serait intéressant. Au cas où leur chambre serait attaquée et isolée, nous aurions de nouvelles équipes pour les confrontations. Les filles qui se regrouperaient seraient nouvelles. De toute façon, j'imagine vraiment que tout se résumera à Anne et Govan qui décideront des bails avec une Govan voulant d'Isolde dans la même chambre. Anne refusera de dormir dans la même chambre avec aucun des garçons bien sûr. Isolde ne survivrait pas en dormant dans la même pièce que Tristan à cause d'une pression artérielle élevée ou d'une explosion cardiaque accidentelle ou quelque chose du genre. Elle ne s'opposera peut-être pas à Chion et Jade, mais nous ne savons pas à quel point elle est traditionnelle. Cela pourrait être inconvénient pour une femme célibataire, blablabla, vous connaissez. Tristan ne s'opposera pas à Govan puisqu'il veut être en bon terme avec elle. On sait que faire preuve d'indulgence avec elle lui permettra éventuellement de faire ce qu'il veut en ce qui concerne d'autres souhaits et demandes. Naisienne et Donnie ne défieront pas Govan et n'ont aucune raison de défier Anne. Ils voudront de toute façon partager une chambre avec Percy. Donnie ne s'en souciera probablement pas, mais Naisienne ça reste à voir. Percy voudra être avec Anne, mais cela signifierait probablement se disputer avec Govan. Ce serait tellement ennuyeux.
pour tout le monde qu'ils emmènent volontiers Percy dans le groupe des garçons. De plus, Anne ne considère pas encore Percy comme un homme, donc il est de toute façon hors de la liste. Xion et Jade ne défieront aucune des filles. Jade est soit sans opinion, soit il sera un oui qui voudra également éviter tout problème que Xion pourrait susciter. Xion pourrait parler, mais il craint secrètement Govan et ne veut pas non plus être brûlé vif dans son sommeil. Il ne s'opposera donc pas, même si le tirage au sort ne déciderait pas de l'ordre des chambres. Je pense que le problème de la chambre ne peut pas vraiment se dérouler autrement, sauf si je ne me trompe complètement. Mais pour la disposition des chambres, selon la vision de Guenièvre, pauvre Lancelot, pourquoi Xion ne pouvait-il pas être le seul perdant? Pourquoi ne pouvait-il pas juste y avoir une chambre à lit jumeau au lieu d'une chambre double? De cette façon, les garçons auraient pu se séparer deux par deux, avec un Asienne allant, bien sûr, avec les filles, pour nous prouver que c'est une meute. Dans le chapitre précédent, j'ai mentionné une théorie selon laquelle Merlin aurait été retenue captive dans la tour d'Avalon. Avec ce chapitre, la théorie est devenue encore plus forte. Rappelez-vous quand je vous ai parlé de l'une des versions des légendes arthuriennes dans laquelle Merlin était emprisonné dans la tour et ne pouvait pas sortir de là parce que seules les personnes sans péché pouvaient quitter la tour. Merlin devait faire un clone d'elle-même et l'utiliser pour quitter la tour, car en théorie, le clone serait une nouvelle créature et donc pas un pécheur. Je pense que cela peut être vrai. La vraie Merlin pourrait encore avoir la cicatrice du baiser d'Escanor. Ce serait un joli petit clin d'œil amusant. J'y ai pensé depuis que cette illusion d'elle est apparue. Ce serait génial, pas que je les expédie beaucoup, mais ce serait génial si c'est Merlin qui porte la mémoire et la marque d'Escanor avec elle. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a tourné le dos à l'actuel Arthur. Si c'est le cas, bien sûr. Et si Merlin a vraiment quitté Camelot, je suppose qu'elle est avec Nanashi et avec la mission de Perceval et Govan les menant à King et Diane Lancelot lui menant à Ban. Peut-être que celle de Tristan lui mènera à Merlin et alors nous pourrons revoir tous les péchés restants. Mais la théorie selon laquelle Merlin vole l'essence d'Escanor dans ce dernier baiser est possible et plus que cela, elle a volé la grâce du soleil Sunshine. Dans l'anime, nous pouvons voir une petite ligne bleue sortir du menton d'Escanor, si je ne dis pas de conneries, lorsqu'ils finissent le baiser. Ce que je pense qu'elle est faite était un clone avec la sienne et l'essence d'Escanor et l'a donné au frère d'Arthur pour qu'il l'élève. Et nous savons que ce bébé est Govan. C'est pourquoi elle a tant en commun avec Merlin et Escanor. Govan a été créé pour aider le Quatuor du Destin et est aussi la raison pour laquelle Sunshine ne s'est probablement jamais réincarné en quelqu'un d'autre après le décès d'Escanor. Ou encore une supposition un peu tirée par les cheveux. En fait, si la possibilité que Govan soit élevé avec ses grands-parents dans cette petite maison près du lac était tout sauf une construction, et si elle-même était une construction, et si elle était le fantasme de Merlin avec bien évidemment une Merlin utilisant ce dernier grain restant de la force vitale d'Escanor et de Sunshine, je présume pour accorder à cette construction de Govan une fausse vie. Et si la lutte et la quête personnelle de Govan dans cette série était ou devenait non seulement sa recherche de la vérité sur elle-même, mais aussi son combat pour devenir une réalité réelle et autonome. Ouais, je sais que c'est purement une conjecturation et pas vraiment basé sur quelque chose de tangible, mais je pense aussi que cela serait incroyablement bien parce que c'est tellement similaire au thème sous-jacent d'Escanor de trouver une raison de vivre, de trouver un moyen de ne pas se voir comme un monstre et trouver des amis et des êtres chers pour lesquels il était même prêt à donner sa vie. Je pense que ce serait un parallèle super épique pour Govan, bien qu'elle soit actuellement difficile à saisir, ce qui signifiera tout simplement que sa vraie lutte sera de trouver la véritable elle, de croire qu'elle est un humain et non un sous-produit de la magie ou d'un monstre comme Escanor. Elle a une double personnalité tout comme lui, mais la véritable grande différence est qu'Escanor savait d'où il venait, pas Govan. Escanor a trouvé une nouvelle famille dans les 7 péchés mortels. Govan a déjà une famille, mais ce sont seuls, comme on le voit lors de la scène de Tristan avec sa famille. Je veux vraiment que Govan et Merlin interagissent à l'avenir pour tout comprendre de deux. Donc, les bails que nous devons déterminer sur le perso sont: ses grands-parents sont-ils là à cause de la magie de Camelot? Puis son père est-il aussi là grâce à la magie de Camelot? Et enfin, l'ultime elle-même serait un étrange homocule de la magie des démons, des déesses ou
de Camelot. Merlin étant un équivalent humain du couteau suisse peut choisir n'importe laquelle de ces options, ce qui ne facilite pas la devinette. Mais cette famille Kagovan pourrait être une famille construite, plus un environnement qui ouvre la possibilité de définir les paramètres convaincants. Donner quelqu'un à l'adoption peut toujours contenir la possibilité que la vérité finisse par s'échapper, souvent par accident. Et il y a là un manque de contrôle que l'illusion peut fournir. Peut-être pas 100%, mais certainement toujours plus élevé que de trouver des villageois au hasard, même s'ils sont des fidèles d'Arthur. Même après avoir théorisé sur le fait qu'elle soit une création de Merlin, je pense aussi qu'elle est trop humaine pour cela. Voilà pourquoi il y a aussi la possibilité qu'elle ne soit qu'une enfant normale, comme un nez régulier, ce qui sera le résultat le plus inattendu. Ce serait en fait le plus gros coup d'esprit, parce que je voudrais honnêtement savoir comment c'est biologiquement possible avec la mort d'Escanor. Encore une fois, Merlin n'est pas humaine, du moins pas comme comment les Britanniens définissent ce terme. Qui sait comment les Béliarois ont conçu des enfants? Nous ne l'avons jamais apprise. 大切なものを己が命を懸け守るものとなれ。4つの厄災で世界を滅ぼす4人の聖騎士。てめえがその一人だ。Le premier teaser de l'anime du manga des 4 chevaliers de l'Apocalypse a finalement été libéré, que vous avez tous dû voir maintenant, je présume. Ce premier teaser fait flipper, mais s'il vous plaît respirez, car nous allons maintenant analyser scène par scène en détail pour comprendre si ça vaut vraiment le coup pour la hype ou pas, si vous devez avoir des attentes ou pas. Combien d'épisodes il y aura, jusqu'à où s'adaptera cette saison ouf. Découvrons tout cela maintenant. En fait, il n'y aura pas de spoil gâchant ainsi l'expérience pour ceux qui ne lisent pas les scans. Je parle de ce teaser pour aider tous ceux qui veulent comprendre ce qu'est l'anime des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Pour ceux qui ne le savent pas, encore le manga des 4 chevaliers de l'Apocalypse n'est rien de plus qu'une expansion de l'univers de Nanatsu. Une nouvelle histoire avec des nouveaux protagonistes qui a lieu 10 ans après le dernier épisode ou chapitre de Nanatsu no Taizan. Et pour ceux qui ont regardé la première partie du film sorti en décembre sur Netflix, appelé bien évidemment Nanatsu no Taizan la rancune d'Edinburgh, déjà vous pouvez rencontrer 2 des protagonistes qui seront dans cette nouvelle histoire. Et le 3e protagoniste est un garçon avec un nom particulier nommé Perceval. Le personnage qui est vedette sur cette affiche promotionnelle de l'anime aux côtés de Meliodas. Et aussi précisément dans ce premier teaser, un garçon qui est très charismatique, de bon cœur de la justice, mais qui ne sait pratiquement rien du monde extérieur parce qu'il a vécu 16 ans loin de la civilisation avec son grand-père Varghese dans un lieu appelé le doigt divin. Et vous découvrirez tout cela dans le premier épisode. Mais analysons maintenant le premier teaser qui présente déjà un peu de ce que nous allons voir dans cette nouvelle histoire. Ça commence en nous montrant déjà Perceval mettant son casque et disant à voix haute une phrase racontée par son grand-père qui finit par devenir sa devise. Quelque chose qui m'inspire pour continuer ainsi. Toute cette scène consiste à nous montrer le moment où Perceval décide enfin d'affronter son destin en commençant son voyage vers le monde extérieur. Puis nous avons l'apparition de l'un des méchants de la série appelé Ironside, le Chevalier Rouge, qui fait partie d'une organisation de chevaliers connue sous le nom de Chevalier Chaotique. Et à la fois cette scène du départ de Perceval et de Ironside sont tirées du chapitre 1 du manga. Et dans ce teaser, nous avons aussi l'apparition d'une créature ressemblant à un petit chat. Peut-être le dernier méchant de Nanatsu no Taizan. Non, ça n'a rien à voir avec lui. Il n'a aucun lien avec Kat Palug. Il attaque justement Perceval que nous aimons bien. Nous, lui voyons, pouvons facilement arrêter son attaque avec une seule main. Et dans la séquence suivante, nous avons un Perceval sautant en essayant de frapper vers le haut de ce monstre. Scène tirée du chapitre 2. La bande-annonce de l'anime se termine avec une scène très importante qui présente de manière métaphorique exactement les 4 chevaliers de l'Apocalypse, ce qui constitue le nom de cette nouvelle histoire. Et comme le dit la figure qui parle actuellement à Perceval lui-même, est l'un de ces chevaliers prophétiques qui sont
destinés à détruire le monde avec leur calamité. Et cette scène finale est tirée du chapitre 5. Donc ce teaser nous montre les prémices de cette nouvelle histoire, mettant en vedette Perceval commençant son voyage. Et aussi face à son premier réel adversaire. Et se termine par la révélation qu'il est destiné à détruire le monde comme l'un des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Je vais vous dire avec certitude que même si nous n'avons actuellement que 91 chapitres sortis du manga, pour le peu qui a déjà été introduit, 91 chapitres bien sûr, je peux déjà considérer cette histoire et tout ce qu'elle nous offre comme étant supérieur à Nanatsu no Taizan. Donc si vous avez aimé l'histoire de Nanatsu no Taizan, vous allez certainement adorer l'histoire des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Il y a certains aspects, décisions et directives négatives que l'auteur a pris que je n'apprécie pas beaucoup. Et je pense que la plupart des gens n'aiment pas aussi. Mais ils peuvent être séparés et n'invalident pas non plus tout ce qui est bon dans cette nouvelle histoire. Qui plus est, ce qui a déplu la plupart des fans de Nanatsu reste entre la 3e et la 4e saison de l'anime de Nanatsu no Taizan. Mais si ça a été juste pour cela, ne vous inquiétez pas, car les studios d'animation ne sont pas identiques, car le studio principal qui est responsable de la production de cet anime est le studio d'animation Telecom Animation Film, en partenariat avec TMS Studio, afin que les deux studios travaillent ensemble sur la production de cette série. Cependant, Telecom aura probablement une plus grande implication et il n'est pas non plus un studio haut de gamme, mais il a beaucoup d'expérience, une bonne réputation. Il prend généralement quelques fonctions chaque année et a un grand panel d'animes sur son CV comme Tower of God, Arrête de me chauffer Nagatoro, le 3e film de Lupin, Baki le prisonnier le plus maléfique et bien d'autres. Dans ce très court teaser, nous remarquerons que l'art et le dessin sont bien détaillés et qu'il y a une certaine consistance principale dans les petites scènes avec du mouvement. Et si ça tient, en fait, l'animation des épisodes va être un point très positif. Curieusement, si nous comparons les scènes montrées dans ce teaser avec les cadres du manga, nous identifions qu'ils sont très similaires, sinon pratiquement identiques. Donc, ils ne feront probablement pas beaucoup de changements. Ce que je ne vois pas comme un point négatif, mais je sais que certaines personnes pourraient ne pas aimer cela. De cette fidélité qui préfère une direction créative plus audacieuse que seulement les cadres du manga. Donc, à travers tout ce que nous avons vu, je concède un oui à l'animation. Mais il y a bien sûr un léger battage médiatique sans créer de hautes attentes pour l'instant, parce que c'est encore un très court teaser pour jeter un œil décisif. Et parlons un peu de la voix de Perceval, parce que je crois que comme beaucoup l'imaginaient, avec des traits de personnalité enfantin, alors il aurait une voix plus enfantine. Mais la voix dans le teaser n'est bien sûr pas mal, c'est juste différent de ce à quoi je m'attendais. Je suis d'accord que cette voix corresponde comme ça avec Percy, parce qu'il n'en a pas l'air, mais il a déjà 16 ans. C'est déjà un garçon et après tout, quand cet anime sera-t-il diffusé? Combien d'épisodes aura-t-il? 2 questions dont nous n'avons malheureusement pas encore de réponse. Mais rien ne nous empêche de spéculer sur les réponses à ces questions, puisqu'il est confirmé dans ce teaser que l'anime commencera en 2023. Considérons déjà que nous aurons un événement en mars qui apportera plus de nouvelles et peut-être la première bande-annonce officielle, et qu'au mois d'août nous aurons la sortie de la 2e partie du film qui précède les événements de cet anime. Je suis presque sûr que l'anime sera présenté en première au mois d'octobre. Je crois fermement que ce sera une saison de 24 épisodes adaptant toute la première saison du manga, allant du chapitre 1 au chapitre 25, puisque ceux qui suivent le manga savent déjà que ce serait exactement le moment parfait pour arrêter la production. Mais je ne vais pas dire ce qui se passe pour ne pas trop vous spoiler. Je pense que ce sera une saison de 24 épisodes sans interruption et je crois qu'elle sera divisée en 2 parties. La première partie avec 12 épisodes lancés en octobre jusqu'à fin décembre et la seconde partie qui est le reste des 12 épisodes publiés 6 mois plus tard, c'est-à-dire en juin 2024. Et pourquoi je le dis? C'est bien sûr parce qu'il aurait plus de temps encore à consacrer à la production de l'anime, apportant ainsi beaucoup plus de qualité. Car pour ceux qui ne suivent pas le manga, sachez qu'il y aura de nombreuses scènes très difficiles à adapter. Mais comme je l'ai dit au début, ce sont juste des spéculations. Et maintenant, je veux savoir ce que vous pensez de ce premier teaser. J'ose espérer pouvoir continuer cette conversation dans les commentaires. J'espère avoir clarifié le plus possible vos doutes. Mais si vous avez encore quelques doutes, partagez-les moi en commentaire et je vais essayer de répondre à
tout le monde. Je finirai cette vidéo en vous disant que Guenièvre parle tellement et avec tout ce qu'elle sait, imaginez juste une rencontre entre elle et Jericho, la pédo, ce serait juste une dinguerie. Voilà tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo car c'est juste un réel plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui de ce chapitre, du teaser, ouf et autres. Pour le soutien, laissez rapidement un gros pouce bleu, partagez, abonnez-vous et laissez-moi en commentaire votre avis sur ce chapitre comme sur cette vidéo. Rejoignez mon Insta, mon Twitter et ma seconde chaîne pour la traduction française des chapitres de ce manga. Rejoignez le groupe Discord et Facebook pour parler du manga avec des gens plus ou moins expérimentés que moi concernant ce manga. J'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo, mais surtout, bonne continuation.